Je m'appelle Elisabeth Carniel, je travaille à l'Institut Pasteur où je dirige l'unité de recherche sur les Yersinia qui comporte le bacille de la peste. Je suis le docteur Bernard Marx, je suis médecin légiste. Je suis à la tête des urgences médico-judiciaires à l'hôpital de Compiègne. Je trouve toujours mieux qu'on se renseigne et qu'on dise les choses le plus vraies possible dans les films. Il y avait une volonté de Régis Varnier d'être le plus proche de la réalité. On s'est consacré beaucoup à faire en sorte que les images, tous les éléments qui pouvaient arriver dans le film soient les plus proches possibles de la réalité. Et depuis l'écriture, l'élaboration un petit peu du détail. Et puis, Régis Varnier a insisté pour que le tournage ait lieu dans des vrais lieux. Vous y êtes aujourd'hui, et pour ça, pour donner une réalité, c'est une vraie salle d'autopsie, c'est là où se passent techniquement les choses, pour là être dans le réel concret. Régis Varnier partait du livre de Fred Vargas et il voulait être sûr que ce qui était dedans était réel, correspondait à quelque chose de tout à fait correct et pas du tout farfelu. Et c'était tout à fait correct puisque Fred Vargas, l'écrivain, est en même temps une scientifique que je connais par ailleurs, qui a beaucoup lu, qui connaît très bien son sujet et donc ce qu'elle mettait dans son livre n'était pas du tout farfelu mais correspondait vraiment à des choses réelles. Est-ce que c'est crédible la peste transmise par les puces? Non seulement c'est crédible, mais c'est même la principale forme de transmission actuellement dans le monde. La peste est transmise par les puces et continue à être transmise par les puces. Donc c'est plus que crédible, c'est vraiment le mode naturel de transmission de la maladie. Après le nombre de piqûres, théoriquement une seule piqûre suffit. La mort noire. La peste du Moyen-Âge, on l'appelait la mort noire. Et mort noire, certains ont dit que c'était à cause des taches noires que les gens avaient sur le corps, ce qui est en fait faux. Ça s'appelait la mort noire a posteriori pour dire la mort extrêmement méchante, mauvaise, la maladie noire. Enfin, noir étant synonyme d'un vrai fléau extrêmement fort. Donc le nom mort noire vient de ça. Maintenant, il existe certaines formes dont je n'ai pas parlé qui sont moins fréquentes, qui existaient beaucoup plus par le passé quand il n'y avait pas de traitement actif qu'on pouvait administrer rapidement, c'est-à-dire au Moyen-Âge, des formes hémorragiques qui se traduisaient par justement des extrémités noires ou des taches éventuellement des ecchymoses dues à la peste sur le corps qui donnaient ces taches noires. Donc ça a pu être possible, mais c'est une forme qui est peu fréquente. C'est la peste? Comment voulez-vous que je le sache? Je suis pas devin. Dans des découvertes de corps et dans les délais pour les examens médico-légaux, les examens complémentaires, il y avait au départ des délais trop courts qui correspondent un petit peu à ce qu'on peut voir dans des séries. Hop, à peine fait, déjà le résultat d'examen. Alors on les a mis plus dans la réalité. On a mis plus d'éléments, également des éléments sur la posture des corps au moment de la découverte, à quoi ça peut ressembler, et pour les approcher le plus possible d'une cohérence telle qu'on le voit sur des scènes de décès. À votre avis, elle est morte depuis combien de temps? Je sais pas, je dirais 3-4 heures. Le plus intéressant, c'est la scène de crime, ce qu'on appelle en termes médico-légaux la levée de corps, c'est-à-dire l'examen sur les lieux qui permet de travailler avec les enquêteurs, d'apporter des éléments médico-légaux, travailler donc en équipe. Ce qu'on voit d'ailleurs sur le film, puisque le médecin légiste intervient alors que les enquêteurs sont en train de rechercher les traces et indices, et en même temps le légiste intervient sur place et va chercher les éléments qu'il peut apporter dans sa technique particulière. Nom, prénom, Yersinia pestis. Profession, historial killer. Nombre de victimes, le tiers de la population européenne décimée en moins de 4 ans au Moyen-Âge. Mobile, châtiment de Dieu. Mais vous pensez sérieusement à la peste? Je veux dire, il n'y en a pas eu en France depuis des lustres. Une fausse idée très fréquemment répandue, c'est que la peste a été éradiquée.
Ça, en général, et même parmi les médecins français avec qui je discute, comment vous travaillez sur la peste? Mais la peste, pourtant, elle a été éradiquée. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très répandu, non pas seulement dans le grand public, mais également chez les personnels de santé. Et ça, c'est une idée complètement fausse, puisque non seulement elle n'a pas disparu, mais elle est même réémergente actuellement. Et l'autre idée aussi, c'est, ah oui, la peste existe, pour ceux qui le savent, mais c'est les pays en voie de développement, qui ont des conditions d'hygiène très précaires, etc. Ce qui est vrai le plus souvent, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a un foyer actif de peste aux États-Unis. Un type habile peut très bien laisser servir dans un labo. Vous avez déjà une idée sur la personnalité du tueur? Le bacille de la peste est une des bactéries utilisables dans le cadre bioterrorisme. C'est une des bactéries favorites du fait de sa pathogénicité. Mais il faut savoir qu'une personne non expérimentée qui le manipulerait serait la première à en mourir. Donc c'est la première qui subirait les conséquences de son acte et qui risquerait de s'arrêter très vite. Je suis emmerdé, j'ai été piqué chez Blanchet. Des puces. Et vous me suivez, merde? Dans l'enveloppe vide, il y avait des puces. Le type, il lâche des puces infectées. Dans les formes purement buboniques, le danger, c'est la puce qui va être sur le cadavre et qui va sauter pour aller piquer une autre personne. Et ça, par exemple, en 1920, ce qui a été rapporté, c'est une personne qui mourait de peste, les gens qui venaient autour pour assister aux funérailles, qui veillaient le mort, qui rentraient chez eux et quelques jours plus tard qui démarraient à leur tour une peste, etc. Et c'était dû au fait là des puces qui restaient sur le cadavre et dès qu'elles pouvaient trouver un autre hôte vivant à manger, elles sautaient évidemment sur la personne qui passait à côté. Adamsberg, je vous envoie des puces. Des puces, oui. Et vivantes. Vous prévenez le médecin légiste, vous lui dites qu'il prenne toutes ses précautions. Les salles d'autopsie sont maintenant conçues comme des blocs opératoires. Il y a une ventilation, il y a un traitement des eaux, il y a des protections diverses pour les médecins qui vont assurer l'autopsie. C'est extrêmement important. Et on opère, certes, un patient décédé, mais avec les mêmes précautions qu'on le ferait pour un patient vivant. Et donc les précautions d'un risque contagieux, qui peut être toute maladie transmissible par le sang, elles sont multiples, sans compter les contaminations bactériennes, évidemment, sur des corps qui sont plus ou moins dégradés. C'est de la règle absolue, permanente de l'exercice. Donc, dès le départ, on a effectivement à faire attention à ces maladies contagieuses. L'image du médecin légiste des années 50, certainement un peu alcoolisé, fumant sa cigarette au-dessus du corps, je crois que c'est un petit peu dépassé, heureusement pour nous. Vous êtes bien gardé. Derrière ces portes, nous cultivons de quoi contaminer toute la planète. C'est à la fois vrai par certains côtés et en même temps quand même très théorique. Disons que théoriquement, si on regarde la quantité de bacilles nécessaires pour tuer une personne, il est clair que nous avons largement de quoi tuer toute la planète avec le nombre de bactéries. Donc ça, c'est vrai. Par contre, la partie beaucoup moins évidente, c'est comment infecter ces personnes. Et donc ça rend les choses du coup beaucoup plus difficiles et beaucoup moins évidentes à faire. Il ne suffit pas d'avoir le bacille pour pouvoir tuer quelqu'un. Il faut ensuite pouvoir le transmettre efficacement aux personnes. Et ça, c'est une toute autre histoire. On peut encore agir en période d'incubation. J'ai indiqué à mes collègues de lui administrer des antibiotiques, les plus puissants, par intraveineuse. Il va être très fatigué, mais c'est un moindre mal. La peste a été, on pense, la maladie la plus mortifère de l'humanité, celle qui a vraiment tué le plus d'hommes. De nos jours, c'est plus du tout le cas, et heureusement. Pourquoi? D'abord parce que maintenant on connaît la cause de la maladie, on sait que c'est un bacille, on connaît le mode de transmission par la puce, on connaît le réservoir, donc on a déjà des moyens de limiter l'infection. Au Moyen-Âge, on pensait que c'était une punition divine, donc on ne savait pas quoi faire. Mais surtout, ce qui a permis de limiter fortement la mortalité due à la peste, c'est l'avènement des antibiotiques au début du XXe siècle et qui fait que maintenant, si elle est diagnostiquée à temps, on peut la traiter de façon tout à fait efficace. Donc ça, c'est très bien et c'est pour ça que la peste est relativement contrôlée. Maintenant, si on se retrouvait avec des bacilles qui devenaient résistants à tous les antibiotiques,
on se trouverait dans une situation extrêmement préoccupante. Et en ce qui concerne le mort, Blanchet, quand pourrez-vous établir un diagnostic? Nous ne pouvons fournir aucun résultat probant sur la présence de la peste chez le mort avant 6 jours. Nous devons mettre en culture les éléments prélevés. Et c'est le même délai pour l'examen des puces. L'incubation maximale, c'est 6 jours, mais ça peut, dans les formes pulmonaires, être 24 heures seulement. Donc ça va entre 24 heures et 6 jours déjà. Donc c'est très variable en fonction des malades, de la dose de bactéries qu'ils ont reçue. Maintenant, une fois que le prélèvement est fait pour identifier le bacille, par les méthodes bactériologiques classiques, il faut effectivement environ 6 jours. Yersinia pestis, l'agent de la peste, est une bactérie qui pousse lentement. Il lui faut 48 heures pour qu'on voit des petites colonies apparaître. Après, il faut les prendre, les repiquer pour pouvoir faire tous les tests. C'est à nouveau 48 heures. Et puis après, on les met, on fait les tests et on les lit. C'est encore 1 jour ou 2 de plus. Donc on peut arriver jusqu'à 6 jours effectivement. Maintenant, il faut savoir que, et ça n'était pas encore au point quand Fred Vargas a écrit son livre, c'est que les Instituts Pasteur de Paris et de Madagascar ont développé des bandelettes de diagnostic rapide qui permettent de faire le test en quelques minutes. Et donc maintenant, on peut en quelques minutes, à partir d'un prélèvement d'un malade, dire c'est la peste ou ça ne l'est pas. On s'y fait à la longue? Ah non, pas vraiment. Heureusement, pas vraiment. Si on devait être dans l'indifférence à ce qu'on rencontre, ce serait une chose difficile. D'autant plus que la médecine légale aujourd'hui, il faut la concevoir, et ça c'est important, pour une médecine légale certes des morts, la médecine légale thanatologique, mais 95% des gens qui sont vus par les médecins légistes sont des personnes vivantes, des victimes. Et si on devait avoir un regard blasé et qui n'est pas à l'écoute de l'autre, ce serait extrêmement difficile pour toute cette partie de gens dont on a la charge dans des moments difficiles. Mais vous êtes cinglé? Jamais de flash quand je coupe. On est suffisamment attentif à ce qu'on fait pour éviter d'être perturbé par le flash. Il faut avouer que ça a été un petit artifice cinématographique. En général, les clichés sont commandés par le médecin légiste et sont demandés précisément sur tel ou tel point et sont doublés. Une partie est faite par les légistes, une partie est faite par les officiers de police judiciaire présents qui vont, sur l'indication, photographier les éléments les plus importants dans l'autopsie pour le magistrat, puisque ce sont pour une bonne partie des procès qui iront jusqu'en cour d'assises. On est suicidé à cause des autopsies du fait. Là, en fait, ce que vous dites, là, on a cassé les côtes. Il reste encore un petit peu de ligament, un petit peu de muscle, donc vous enlevez comme ça. On va retirer peu à peu. On a désarticulé ici au niveau des clavicules. Et puis on va enlever complètement le thorax. Ce qui fait qu'après, une fois enlevé, vous avez la cage thoracique, l'intérieur de la cage thoracique, les poumons, le cœur, et puis on va disséquer. Et on dissèque comme ça sans abîmer le cou. Et on reprend le bloc avec la langue, le bloc arrangé, pour tout faire ressortir comme ça. On ne fait pas une incision comme ça. T'as compris? Ça, c'est pour s'entraîner. Ça, c'est quand pour s'entraîner? Et donc le premier temps, c'est qu'on enlève déjà toute la partie abdominale. Ils ont reproduit, ça s'est fait véritablement avec image en main, c'est-à-dire qu'ils reproduisaient la partie rouge qui était des parties de muscles encore persistantes, la partie blanche, la partie plus cartilagineuse puisqu'on est à la limite du cartilage, et la partie qui recouvre un foie puisqu'on est à la limite d'un foie qu'on aperçoit. Et véritablement, on a été le plus près possible de la réalité, y compris de la réalité anatomique.
Pour donner une petite image de la réalité, j'ai présenté des images grossies à un collègue expert en posant une question précise et le diagnostic d'une fibrose du foie a été fait. Bien évidemment, la photo suivante que je lui ai présentée, c'était celui du mannequin en silicone, mais vous voyez que la véracité pouvait arriver même à tromper des experts habitués à voir ce genre de choses. Et la peste là-dedans? Il semble a priori que vous ne développiez pas de bubon. Dois-je le prendre comme une bonne nouvelle? Si vous voulez. Mais faut attendre encore un peu. La maladie peut prendre d'autres formes. La forme classique, c'est la forme bubonique, c'est-à-dire c'est la puce qui pique, qui injecte le bacille sous le derme. Ensuite, le bacille va disséminer par voie lymphatique jusqu'au ganglion drainant et va faire le bubon. C'est la fameuse peste bubonique. Ça, c'est la forme la plus classique, la plus fréquente et la moins grave, puisque la mortalité dans l'évolution naturelle, c'est entre 50 et 70%. Mais ce qu'il se passe, c'est que de temps en temps, un malade qui a une forme bubonique, le bacille va disséminer, bon, naturellement vers le foie, la rate, mais des fois vers les poumons. Et dans ce cas-là, le malade va avoir une peste, une infection pulmonaire, il va se mettre à tousser et transmettre le bacille directement par voie aérienne. Et là, c'est une forme qui est dramatique, puisque la mortalité sans un traitement extrêmement précoce, c'est 100% en moins de 3 jours. Dans les techniques nouvelles de la médecine légale, il y a une technique qui s'appelle la virtopsie, l'autopsie virtuelle, qui est simplement l'utilisation de l'imagerie numérique, que ce soit du scanner 3D, hein, donc là on utilise un scanner hélicoïdal, multibarrette, c'est-à-dire qui donne une image en tournant autour du corps de la personne pour donner l'ensemble des angles possibles. Et puis, on peut aussi utiliser les techniques d'imagerie en résonance magnétique, les techniques d'IRM. Et ces techniques-là nous permettent d'avoir une image 3D et de pouvoir, sur cette image 3D, même enlever les parties osseuses qui n'ont pas la même densité, travailler, changer l'angulation du corps pour pouvoir observer telle ou telle lésion, ce qui est extrêmement difficile sur un corps, sur une table d'autopsie, et de guider, lors de l'autopsie, les gestes du médecin légiste qui va chercher plus précisément telle ou telle lésion pour laquelle il a déjà un bilan radiologique extrêmement précis. On voit très bien là toutes les lésions qui ont été occasionnées. Les lésions, elles sont tout à fait importantes. Elles sont des lésions de brisures sur les os du crâne. Vous voyez qu'ici, il y a une série de brisures qui ont été occasionnées. Donc, c'est des coups de machette. Une plaie qui a pénétré les os du crâne. Et puis des lésions qui ont été extrêmement importantes puisqu'il y a une section du rachis cervical par le milieu. Normalement, il devrait être en continuité. Le rachis devrait être ici, dans la continuité de le rachis inférieur, et il a été sectionné. Donc cette image-là est une image qui apporte la direction, qui donne une idée de la force, qui donne une idée de toute la mécanique qui a été utilisée lors du traumatisme sur une affaire criminelle, bien évidemment. Elle a l'avantage aussi parce qu'on est de plus en plus dans une médecine légale qui va vers du contradictoire au pénal, c'est-à-dire qu'il va falloir s'affronter et avoir des arguments. On est de plus en plus dans des images où c'est plus simplement la parole des experts, mais c'est aussi de la documentation, de la photo, des documents, des analyses. Et on va de plus en plus vers une médecine légale scientifique. Je crois que cette étape-là, c'est une étape importante.